Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF et ce vendredi 29 mars aurait dû être le jour du Brexit. En fait, ce n'est pas encore pour aujourd'hui que les Anglais vont quitter l'Europe et la situation n'a jamais été aussi confuse. Cet après-midi, les députés britanniques devraient pour la 3e fois se prononcer sur l'accord négocié pendant 17 mois avec l'Union européenne. Un accord qu'ils ont déjà rejeté à 2 reprises. À cette occasion, ce matin, dans la matinale RCF, nous passons un coup de fil à Londres pour poser quelques questions à un politiste français installé là-bas depuis près de 20 ans. Philippe Marlière, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'University College de Londres. Comment vont les Anglais ? Oh, écoutez, ils vont comme ils peuvent, parce que effectivement, comme ils subissent de plein fouet ce drame du Brexit, cette saga en particulier, ce feuilleton qui dure depuis 3 ans. Ils sont assez perdus. Il y a une forme de lassitude, évidemment, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Évidemment, ces jours-ci, il y a, on espère, un dénouement, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. On ne sait toujours pas aujourd'hui quelle sera l'issue du vote qui aura lieu au Parlement. Donc, vous voyez, voilà où on en est. Je pense que par rapport au Brexit, les choses sont plus confuses que jamais. En général, je pense que les Britanniques, finalement, avec leur calme et flegme traditionnel, s'en sortent bien. 29 mars 2019, que symbolise cette date finalement ? Eh bien, Theresa May, qui quand même la première ministre qui a piloté ce Brexit depuis 3 ans, avait dit nous sortirons, quoi qu'il arrive, le 29 mars de l'Union européenne. Nous sortirons, c'est-à-dire c'est une sortie claire et nette. Bon, nous n'en sommes pas là, ce qui montre bien que c'est plus compliqué qu'elle ne le croyait. Nous en sommes très loin et surtout ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que cet accord qu'elle va tenter de faire voter, une 3e tentative aujourd'hui, ce n'est qu'un accord sur les modalités de sortie. Ce n'est pas encore un accord qui sera nécessaire sur quelles seront les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vous voyez que le premier pas de sortie lui-même s'avère totalement compliqué pour des raisons évidemment juridiques, économiques, mais surtout politiques. La question qui se pose et pourquoi c'est si compliqué, c'est qu'il n'existe aucune majorité sur aucun des 3, 4, 5 ou 6 scénarios encore possibles de sortie. Comment est-ce que vous qualifiez la situation que vit actuellement la Grande-Bretagne ? Écoutez, moi j'ai cette vision, bon, c'est pour éviter un peu les stéréotypes et les représentations de cartes postales, mais d'un pays qui, par rapport, disons, à une Europe davantage du Sud, est marqué notamment en politique par un grand pragmatisme. Le Royaume-Uni était associé à l'Union européenne, en était membre un petit peu malgré lui, pour des raisons pragmatiques. Il voulait participer à un marché unique et surtout il pensait qu'il valait mieux en être dedans qu'à l'extérieur, même si effectivement leur cœur n'était jamais totalement dedans. Je crois qu'aujourd'hui, ce pragmatisme semble être passé par la fenêtre puisqu'ils ont pris une décision politique qui s'avère aller complètement à l'encontre des intérêts non seulement politiques, puisque là maintenant une crise institutionnelle et politique est en train de couver carrément, et d'autre part aussi économique, parce que la grande question qui est posée aussi, c'est quel sera l'avenir économique du pays une fois sorti, puisque évidemment le Royaume-Uni ne bénéficiera plus des accords commerciaux et d'échanges avec l'Union. 3 ans après le référendum pour le Brexit, comment est-ce que vous expliquez ce résultat favorable au Brexit ? Je dirais que c'est un accident de l'histoire. D'abord, remontons rapidement à la source. À l'origine, le vote de sortie n'était absolument pas une préoccupation des Britanniques. Lorsque on revoit les sondages de l'époque, quelles sont les questions qui préoccupaient le pays, eh bien, ce n'est certainement pas la sortie de l'Union européenne. Pourquoi y a-t-il eu ce vote ? Eh bien, c'était le Premier ministre de l'époque, David Cameron, qui, pour apaiser son aile droite eurosceptique, avait concédé ce référendum. C'était effectivement une poignée de députés de droite et qui n'aiment pas l'Europe demandaient ce vote depuis longtemps. Et il pensait que justement, en leur accordant ce vote, parce que aussi Cameron avait été réélu, mais plutôt mal réélu avec une courte majorité, il pouvait le gagner, évidemment, et asseoir son autorité sur ce petit groupe de droite. En réalité, les choses ne sont pas passées selon son scénario. Il a perdu à l'issue d'une campagne évidemment très mauvaise de ceux qui prônaient le maintien dans l'Union.
Et puis surtout, la campagne un petit peu est partie sur des thèmes qui n'étaient pas ceux qu'on attendait, mais je crois assez inévitables, c'est-à-dire en quelque sorte les immigrés, il y en a trop, et aussi si nous sortons de l'Union européenne, eh bien en gros nous allons un petit peu toucher un gros pactole, nous allons faire des économies importantes, nous n'aurons plus à verser cet argent, ce budget à l'Union européenne, et nous nous en sortirons mieux économiquement. Vous voyez. Donc sur ces deux plans-là, effectivement, ils se sont avérés de gros mensonges, et surtout, une fois que toute la poussière est retombée, eh bien on s'est aperçu que les vrais problèmes que les Britanniques exprimaient en votant pour la sortie étaient des problèmes avant tout nationaux, c'est-à-dire la pauvreté grandissante, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui, eh bien, il y a des problèmes dans les services publics. Vous voyez, donc pour toutes ces questions, eh bien, en réalité, c'était des questions nationales. Donc il y a eu un malentendu, un quiproquo, si vous voulez, et puis tout s'est emballé ensuite. Philippe Marlière, qu'est devenu David Cameron ? Oh, David Cameron a pris sa retraite politique, il n'est plus là. De temps en temps, il refait surface en disant « bon, je n'y suis plus rien ». Je peux même vous donner quelques conseils, évidemment, dont personne ne veut. Je crois qu'il est politiquement totalement discrédité aujourd'hui. Et effectivement, Cameron est regardé par ceux qui ne veulent pas de sa sortie comme le grand coupable dans cette histoire. Ouais. Vous étiez à la manifestation du 23 mars contre le Brexit samedi dernier, une manifestation monstre. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette manifestation ? Qui sont ceux qui militent contre le Brexit aujourd'hui en Angleterre ? Écoutez, on a toujours reproché au camp, ce qu'on appelle en anglais le Remain, ceux qui veulent rester, d'être en quelque sorte des classes moyennes sup, habitant plutôt à Londres, dans les grandes villes, avec un capital économique important, éduqué et surtout blanche, ethniquement. Donc voilà, c'était en gros un peu la caricature. Il s'est avéré que c'est pas le cas. Cette manifestation qui a rassemblé plus d'1 million de personnes, c'est-à-dire de l'ordre de la très grande manifestation contre la guerre d'Irak en 2003, rassembler véritablement toutes les catégories de la population britannique. Et surtout, ce qui me semble intéressant dans cette manifestation, c'est que, oui, traditionnellement, c'est le point de départ en quelque sorte de ce vote. C'est on associait au Royaume-Uni une espèce d'adhésion à l'Union européenne tiède, sans le cœur n'y était pas. C'était pour des raisons pragmatiques, comme je l'ai dit auparavant. En réalité, ce que cette saga du Brexit est en train de révéler, c'est que ceux qui voulaient sortir pour des raisons idéologiques, on ne les entend plus, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas les europhobes en quelque sorte, on ne les entend plus. Par contre, il est en train de germer, un peu trop tard certes, une espèce de démos europhile, si je puis dire, c'est-à-dire une espèce de parmi le peuple britannique, et cette fois-ci ce ne sont plus finalement les élites londoniennes, mais bien au-delà, qui finalement sont en train de se rendre compte finalement, une association à l'Union européenne, c'est pas si mal que ça. Nous sommes certes une île, nous sommes certes un peu différents, nous regardons pour des raisons historiques aussi de l'autre côté de l'Atlantique, mais nous sommes quand même européens. Et je crois que c'est cela, ne serait-ce que des choses absolument incroyables dans cette manifestation, le nombre record de drapeaux européens. Quelles sont les manifs en Europe aujourd'hui où les gens sortent avec des drapeaux européens ? Vous aviez cela samedi dernier dans les rues de Londres. Et la jeunesse dans tout ça, Philippe Marlière, comment réagissent vos étudiants ? Écoutez, mes étudiants, moi j'enseigne dans une université du centre-ville et c'est une population extrêmement internationale, cosmopolite. Donc j'ai pratiquement dans mon département davantage d'étudiants étrangers que britanniques, ce qui est intéressant parce que les deux populations sont évidemment touchées différemment par le Brexit. Les étudiants qui viennent de pays européens, voire au-delà, effectivement se posent des questions sur leur avenir dans ce pays. Et je pense qu'ils réagissent, ils sont acquis au maintien dans l'Union européenne. Avant tout, ce vote du Brexit a été un vote de classe et aussi générationnel, et aussi géographique. C'est plutôt donc le Nord, avec des poches un peu ouvrières, mais pas seulement. Vous avez aussi un électorat conservateur plutôt âgé qui a voté pour le Brexit. Par contre, les jeunes, habitants dans les grandes villes, ont voté contre. Vous voyez, donc c'est assez typé cette opposition entre catégories de la population. Philippe Marlière, pour vous, quels sont les premiers perdants de cette situation ?
Je crois que ceux qui aujourd'hui se font le plus de soucis, au-delà des questions humaines, de statut, parce qu'il va falloir, moi j'ai déjà acquis mon statut de résident, il va falloir maintenant tout remettre à plat pour pouvoir rester. Auparavant, le simple fait d'être un ressortissant d'un pays européen vous donnait le droit, évidemment, quand vous aviez un travail, etc., de pouvoir résider et travailler ici. Donc il va falloir avoir une autorisation pour rester. Mais je crois que surtout ce qui va changer, c'est que vous allez avoir aujourd'hui dans le pays surtout, oui, voilà, ceux qui se font le plus de soucis sont les milieux économiques et financiers. Vous avez les milieux économiques en général, c'est-à-dire qu'ils se demandent exactement ce qui va se passer. Il y a des signes assez inquiétants. Vous avez des entreprises, notamment étrangères, qui sont déjà parties. Pas simplement dans la finance, pas simplement dans les services. Vous avez aussi dans l'industrie, les constructions de voitures. Vous avez les Japonais, les Allemands qui partent. Effectivement, cela entraîne des pertes d'emplois localement, et c'est tout à fait l'effet inverse de celui qui était promis par ceux qui prenaient la sortie en disant voilà, si nous sortons, nous redevenons souverains et maîtres de notre destinée non seulement politique mais aussi économique. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc je crois que ceux qui se soucient le plus pour le moment de l'avenir sont les chefs d'entreprise et bientôt certains de leurs employés qui verront effectivement que le travail n'existe plus ou que les choses ne se sont pas du tout améliorées. Philippe Marlière, quelle est la faute de Theresa May dans cette affaire? Comment expliquez-vous qu'elle concentre autant d'hostilité? Écoutez, Theresa May probablement, oui, pas probablement, est assurément la personne politique aujourd'hui dans le pays la plus détestée. Elle est détestée non seulement par l'opposition, mais aussi par son propre parti et maintenant par le public. Voyez, donc en gros, on lui reproche. Elle-même a voté pour Remain, pour le maintien dans l'Union. Donc bon, et ça elle a fait finalement, lorsqu'elle est devenue première ministre, il y a 3 ans, elle a dit voilà, je me mets au service d'un vote populaire. Les Britanniques ont décidé de sortir, je vais appliquer leurs décisions démocratiques. Très bien. Le problème a commencé lorsqu'elle a, d'une manière assez zélée, je dirais, géré le dossier en donnant des gages sans cesse à l'aile droite eurosceptique qui, je vous l'ai dit, est en fait toujours minoritaire dans le pays. C'est également un malentendu. Le vote de sortie a eu lieu sur un certain nombre de malentendus politiques. Donc elle a donné constamment des gages, vous savez, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, Rees-Mogg, un député, tous à droite. Et pourquoi? Pour rien, parce qu'aujourd'hui, à la veille de ce vote capital, eh bien, cette aile droite continue de voter contre son texte, vous voyez, donc elle n'en tire aucun gain. Par contre, elle a perdu un crédit immense auprès de l'ensemble des autres forces politiques. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle semble avoir piloter ce dossier du Brexit de manière, c'est l'adjectif qui revient sans cesse, de manière bornée, sans essayer de trouver des compromis, sans essayer finalement d'inclure dans les négociations non seulement l'opposition, Jeremy Corbyn, mais aussi finalement toute chose qui aurait permis de trouver finalement une issue de sortie qui est peut-être à minima, mais au moins quelque chose. Il y aurait un texte, on serait sorti. Et donc finalement, elle risque par son obstination de tout perdre. Non seulement son texte ne passera pas, mais aucune autre solution ne sera trouvée, avec finalement la solution couperet qui fait peur absolument à tout le monde, c'est une sortie sans accord. C'est le fameux no deal, parce que là, effectivement, c'est un saut complet dans l'inconnu. Est-ce que tout est de la faute des Anglais? Est-ce que l'Europe n'a pas, elle aussi, une certaine responsabilité dans le pourrissement de cette situation? Oui, j'entends ça parfois dans les médias français, certaines orientations plutôt eurosceptiques, évidemment. Vous ne le croyez pas? Mais je vais vous dire, moi je trouve que ce serait davantage, pour commencer, les Britanniques qui pourraient se plaindre de l'Union européenne. Alors, la partie eurosceptique et pro-Brexit la plus résolue a tenté de jouer cette carte. Finalement, l'Europe, Barnier sont beaucoup trop exigeants, jusqu'au boutiste, ils ne nous laissent pas trouver une solution qui nous permette de sauver la face, etc. Mais ça, c'était il y a plus de 2 ans. Aujourd'hui, nous n'entendons plus ça, parce qu'il semble absolument évident que l'Europe a fait finalement ce qu'elle pouvait. L'Europe était un partenaire, mais maintenant devient finalement un négociateur, et qui est moins un partenaire, mais davantage finalement
une autre partie qui défend ses propres intérêts. Et l'Europe a évidemment des intérêts à défendre, à peine de disloquer complètement l'Union. C'est-à-dire que si cette sortie ne se fait pas bien, si la Grande-Bretagne peut sortir tout en gardant des avantages politiques, institutionnels et économiques importants, eh bien cela pourrait évidemment donner inspirer quelques autres pays aussi un peu eurotièdes. Donc, de ce point de vue-là, les Britanniques ont bien compris que finalement l'Europe avait joué sa carte d'autodéfense pour défendre finalement sa construction politique. Et donc ça c'est fini, il n'y a pas véritablement de critique soutenue et importante de l'Union européenne. Au contraire, aujourd'hui les critiques se concentrent sur le gouvernement et aussi sur l'opposition. Certains ne sont pas contents du rôle joué par Corbyn qui n'a pas finalement... qui a mené un parti qui était entièrement pour le Remain, mais qui lui-même apparaît extrêmement ambivalent sur la question. Pour terminer, Philippe Marlière, quelle est la sortie qui vous paraît le plus probable pour sortir de cette impasse ? Alors là, c'est vraiment la question, vous demandez de lire dans une boule de cristal. Parce à ce point-là ? Oui, absolument. Et ce qui est dingue, c'est que nous sommes encore une fois, c'est la date officielle aujourd'hui, qui ne sera pas évidemment honorée. La prochaine échéance, donc, c'est le 12 avril, c'est bientôt, parce que s'il n'y a pas finalement, si l'accord entre May et l'Union européenne ne passe pas à la troisième tentative, eh bien, de nouveau, nous sommes dans une situation de no deal, dont personne ne veut, qui fait vraiment fait très peur ici. Donc il y aura entre cet échec probable à la troisième tentative de passer ce texte, il y aura encore de nouvelles négociations internes avec ce qu'on appelle des votes indicatifs, c'est-à-dire que le Parlement va essayer de passer un certain nombre d'options. Est-ce qu'il y a une majorité pour un deuxième référendum, par exemple ? Et on verra ce qui se passe, mais encore une fois, il peut y avoir de nombreux rebondissements. Donc je suis désolé, je ne vous donnerai pas de véritablement d'options parce que, encore une fois, on ne sait pas et d'un jour à l'autre, les choses évoluent énormément. Merci beaucoup Philippe Marlière d'avoir été notre grand invité ce matin depuis Londres. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'University College de Londres.